Bonjour et bienvenue sur Contes du Sommeil, la chaîne où l'on explore les mystères et les affaires qui ont marqué les esprits. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire vraie, une de celles qui glace le sang et nous rappelle que la réalité peut parfois dépasser la fiction. Accrochez-vous car les détails de cette affaire sont aussi troublants qu'inattendus. Restez avec nous jusqu'à la fin car chaque rebondissement compte et vous ne voudrez rien manquer. Le dimanche 1er août 2010, la police australienne a reçu un appel d'urgence. L'avez-vous vu? L'appelante était Christy Abrahams, vivant dans l'ouest de Sydney. Elle appelait pour signaler la disparition de sa fille, Kaya, âgée de 6 ans. Christy a déclaré avoir mis sa fille au lit à 21h30 le samedi soir, mais au réveil le lendemain matin, la petite avait disparu. La police est immédiatement arrivée sur les lieux et a commencé l'enquête, car les premières 24 heures après le signalement de la disparition d'un enfant sont les plus cruciales. Chaque heure qui passe diminue les chances de survie de l'enfant. Kaya était une petite fille de 6 ans qui vivait avec sa mère Christy et son beau-père Robert. Son père biologique était Chris. Chris et Christy s'étaient séparés peu après la naissance de Kaya. Ils n'avaient rien de bon à dire l'un de l'autre, mais Chris versait régulièrement une pension alimentaire. La nouvelle de la disparition de Kaya s'est rapidement répandue et des centaines de résidents du quartier se sont portés volontaires pour aider aux recherches. L'une des bénévoles les plus actives était Alison Anderson. Alison était à la fois une amie et une voisine. Quand Alison a demandé à Christy si elle pensait à quelqu'un qui aurait pu enlever la petite fille, Christy a dit qu'elle soupçonnait fortement Chris, son ex-mari, d'avoir fait cela. Christy a raconté qu'environ une semaine auparavant, Chris s'était passé devant leur maison. Il avait fait un geste de pistolet avec ses doigts et l'avait pointé vers Robert qui étendait du linge sur le balcon d'une manière apparemment provocatrice. Robert avait voulu appeler la police, mais Christy ne voulait pas faire d'histoire et l'en avait empêché. Selon Christy, Robert était un beau-père formidable, toujours aimant et attentionné envers Kaya. Depuis la disparition de la petite, il était toujours dehors, courant dans tous les sens pour la retrouver. La police et les habitants ont fouillé toutes les zones environnantes, et les enquêteurs ont également commencé à examiner le dossier de la petite Kaya. Kaya n'était pas allée à l'école depuis longtemps et personne de la famille ne l'avait vue depuis début juillet. La dernière fois qu'un proche l'avait vue, c'était le 7 juillet, alors qu'elle a été signalée disparue le 1er août. Ces 3 semaines étaient une période cruciale pour que la police puisse reconstituer les événements et aider à retrouver la petite fille. 2 jours après la disparition de Kaya, comme tous les parents qui ont perdu un enfant, Christy et Robert étaient dévastés et paniqués. Ils ont dit qu'elle leur manquait et qu'ils voulaient juste qu'elle rentre saine et sauve. Le 30 août, la police a interrogé Chris, le père biologique de Kaya, car il était sous le coup d'une suspicion. Des personnes avaient signalé avoir vu Chris s'approcher de la maison de la petite Kaya le matin de sa disparition. Cependant, Chris a insisté sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Kaya. Il a affirmé n'avoir pas vu la petite fille depuis des années et ne l'avoir pas souvent appelée. Il semblait que la seule chose qui rappelait à Chris qu'il avait une fille était le montant de la pension alimentaire qu'il devait payer chaque mois. Pendant ce temps, plus l'enquête avançait, plus la police soupçonnait Christy. Les policiers ont procédé à un examen préliminaire de la maison et n'ont trouvé aucune trace d'effraction de l'extérieur. Christy et Robert se montraient affligés, désespérés et suppliaient pour le retour de leur enfant. Cependant, alors que la police et l'équipe de bénévoles recherchaient activement Kaya, ils ont rapidement découvert que Christy et Robert ne participaient pas aux recherches comme ils l'avaient prétendu. Les deux étaient rapidement revenus à leur vie quotidienne comme si de rien n'était. Christy était allée se faire les ongles, les cheveux et faire du shopping quelques jours plus tard. Les soupçons de la police s'intensifiaient et ils ont demandé à Christy et Robert de quitter leur appartement pendant quelques jours afin que l'équipe de criminalistique puisse l'examiner. Alison, une amie gentille et enthousiaste, croyait toujours à l'innocence de son amie et faisait tout pour aider la famille de Christy pendant cette période difficile. Cependant, lorsqu'Alison est venue aider Christy et Robert à emballer leurs affaires pour aller à l'hôtel, Christy a eu un comportement qui a fait réfléchir Alison.
Allison a raconté que lorsqu'elle est entrée dans l'appartement, elle a vu un maillot de bain de la petite Kaya traîner sur le sol. Au lieu de le ramasser, Christy l'a enjambé, puis l'a repoussé du pied comme un chiffon et a commencé à jurer. Lorsque l'équipe de criminalistique a examiné l'appartement, ils ont trouvé de nombreux signes inquiétants. Le sang de Kaya a été retrouvé dans toutes les pièces de l'appartement. Des taches de sang dans le salon, le couloir, la porte de sa chambre. Il est à noter que des marques de morsures ont été trouvées sur le cadre de lit en bois de Kaya. Il s'agissait clairement de la scène d'un meurtre. La police a immédiatement demandé à Christy et Robert de répondre à l'interrogatoire. Robert semblait effrayé et a pleuré en répondant. En revanche, Christy était complètement impassible. Elle a révélé sa nature de personne en colère, impétueuse, grossière et brusque tout au long de l'interrogatoire. Christy semblait extrêmement en colère d'être soupçonnée. Bien que Christy soit désormais la suspecte numéro 1 dans la disparition de la petite Kaya, le corps de la petite fille n'a toujours pas été retrouvé et la police n'a toujours pas assez de preuves pour ordonner son arrestation. Mais tout a basculé le 22 avril 2011. Après des mois de surveillance discrète et d'enquêtes menées par des agents infiltrés, la police avait enfin rassemblé suffisamment de preuves pour inculper Chloé. Un agent infiltré avait approché Chloé et avait mis des mois à gagner sa confiance. Mêlant habilement menaces et persuasion, cet agent a réussi à la convaincre que la police était sur le point de découvrir le corps de Clara. Cela signifiait que sa mascarade touchait à sa fin. De plus en plus anxieuse, ne tenant plus en place, Chloé a finalement accepté de dire la vérité, dans l'espoir que l'agent l'aiderait à dissimuler le corps. Chloé a avoué que cette nuit-là, Clara avait refusé de mettre son pyjama. En réponse, Chloé lui a donné une gifle d'une violence inouïe et lui a asséné un coup de pied, la faisant tomber en arrière. La tête de la petite a heurté violemment le montant du lit. Chloé a raconté que lorsqu'elle a soulevé Clara, son corps était complètement mou, mais qu'elle respirait encore. La petite Clara a commencé à émettre des sons étranges. Mais au lieu de l'emmener à l'hôpital, Chloé l'a traînée dans la salle de bain et l'a passée sous l'eau froide pour tenter de la ranimer. Ensuite, Chloé a mis la petite fille au lit et est retournée tranquillement dans sa chambre pour dormir d'une traite jusqu'au lendemain matin. En entrant dans la chambre, elle a découvert le petit corps de Clara, déjà rigide. Elle était décédée au cours de la nuit. Chloé et Robert ont alors précipitamment mis le corps de la petite dans une valise et l'ont caché dans leur appartement. Quelques jours plus tard, Robert a tourné en voiture pour trouver un endroit où cacher le corps. Il a finalement trouvé une zone forestière isolée près de Fontainebleau, non loin de Paris. Quelques jours après, lui et Chloé s'y sont rendus en taxi. Ils transportaient la valise contenant le corps de la petite Clara. Ces deux monstres ont aspergé le corps d'essence et l'ont recouvert de branchages avant d'y mettre le feu. Ensuite, ils ont enterré les restes dans un trou creusé à la hâte. L'agent infiltré a réussi à convaincre Chloé et Robert de le conduire à l'endroit où ils avaient enterré Clara. À peine arrivés sur les lieux, la police a surgi, à la grande stupéfaction du couple. Chloé et Robert ont été arrêtés, et leur sordide comédie avait pris fin. Inutile de dire à quel point l'opinion publique fut indignée et bouleversée en apprenant la vérité. Le corps de Clara a été retrouvé le jour même où elle aurait dû fêter son 7e anniversaire. Des veillées et des prières ont été organisées partout dans le pays pour honorer la mémoire de la malheureuse petite fille. L'endroit où son corps a été retrouvé a été recouvert de fleurs, de jouets et de ballons déposés par des inconnus émus. L'autopsie a révélé que Clara avait subi au moins 10 blessures graves distinctes sur son corps et que plusieurs de ses dents étaient cassées ou fissurées. Bien que Chloé ait soutenu ne l'avoir frappée qu'une seule fois à la tête, un expert dentaire a affirmé que les fractures dentaires de Clara étaient le résultat de coups violents et répétés portés sous différents angles. Les blessures de la petite fille étaient comparables à celles d'un adulte subissant un traumatisme sévère dans un sport de combat. Ceux qui avaient offert leur aide et leur sympathie à Chloé étaient maintenant saisis d'une colère et d'un dégoût profond en découvrant son vrai visage. En regardant les photos de Clara, on voyait une petite fille toujours souriante, pleine de vie, qui semblait mener une existence normale et être aimée comme n'importe quel autre enfant de 6 ans.
Pourtant, derrière ces images, sa courte vie n'avait été que souffrance et maltraitance. Il s'est avéré que Chloé avait eu une enfance très difficile. Son père était un homme violent et alcoolique qui battait régulièrement sa femme et ses enfants. À l'âge de 10 ans, Chloé a vu sa propre mère mourir d'une crise d'épilepsie. Suite à cela, Chloé et sa sœur ont été envoyées à l'orphelinat, leur père ne voulant pas s'occuper d'elle. Dès son plus jeune âge, les médecins avaient diagnostiqué chez Chloé un retard de développement intellectuel et de multiples problèmes psychologiques. À 19 ans, Chloé rencontre Chris et tombe rapidement enceinte. Tous deux souffraient de problèmes psychologiques et se maltraitaient mutuellement. En février 2003, Chloé donne naissance à un fils, Adam. Mais élever un enfant n'est pas une chose facile, surtout pour une personne instable et colérique comme Chloé. Quelques mois après la naissance, elle était au bord de l'explosion. Chris a signalé à la police que Chloé menaçait de jeter Adam par la fenêtre s'il n'arrêtait pas de pleurer pour la laisser dormir. Une autre fois, elle a jeté une bougie allumée sur son mari alors qu'elle tenait Adam dans ses bras, projetant de la cire chaude partout, y compris sur le bébé. 6 semaines plus tard, Adam a été retrouvé mort et cyanosé dans son berceau. Ils l'ont emmené à l'hôpital, mais il était trop tard. L'affaire a été classée et tout le monde a supposé que le bébé était décédé d'une maladie rare et de cause inconnue. 1 an plus tard, en 2004, Chloé a donné naissance à Clara et a quitté Chris peu de temps après. Chris a reconnu qu'il savait que sa fille était régulièrement battue et maltraitée. Il a raconté un jour que, alors que Clara rampait dans la maison comme tous les bébés de son âge, cela avait exaspéré Chloé. Elle s'était ruée sur la petite, l'avait attrapée par le cou, l'avait soulevée et l'avait jetée violemment sur le canapé. Une autre fois, dans un accès de rage, Christy a mordu le bras de Kaya, laissant une ecchymose immense où l'empreinte de ses dents acérées était gravée dans la chair de l'enfant. Christy l'a frappée si souvent que le simple fait de lever la main en parlant suffisait à faire tressaillir la petite fille, son corps se préparant instinctivement à recevoir les coups. La pauvre Kaya vivait dans un état de terreur permanent, bien qu'elle fût encore trop jeune pour réellement comprendre la nature de sa propre peur. Lorsque l'affaire a éclaté au grand jour, beaucoup ont pointé du doigt la responsabilité des autorités et des services de protection de l'enfance qui n'avaient pas agi à temps pour sauver Kaya. Trop de signaux d'alarme, trop d'indices flagrants avaient été ignorés. À l'âge de 6 ans, la petite n'avait fréquenté l'école que 4 jours au total, et durant cette courte période, une enseignante avait déjà remarqué de multiples contusions sur son visage et ses bras. Plus tôt encore, alors que Christy s'était rendue à l'hôpital pour une consultation en emmenant Kaya avec elle, une infirmière avait repéré une brûlure sur le corps de l'enfant. Quand l'infirmière lui a demandé doucement comment elle s'était fait ça, Kaya, avec toute l'innocence de ses 3 ans, a répondu « C'est maman qui a éteint sa cigarette sur moi ». L'enseignante et l'infirmière ont toutes deux alerté les services de protection de l'enfance. Les autorités ont alors retiré la garde de l'enfant à Christy et ont placé Kaya dans un foyer. Pourtant, quelque temps plus tard, après que Christy a payé une amende et suivi un cours de gestion de la colère, Kaya a été renvoyée vivre auprès de sa mère, sa tortionnaire. En 2013, Robert a été condamné à 12 ans de prison et Christy à 22 ans, avec une possibilité de libération conditionnelle après 16 ans. Cela signifie qu'elle pourrait être libérée à l'âge de 46 ans. Le verdict a provoqué une vague d'indignation et de vifs débats. Certains ont estimé que la peine était juste, arguant des problèmes psychologiques de la mère et du fait qu'elle n'avait pas l'intention de mettre fin au jour de sa fille. Mais pour une écrasante majorité, la sentence était bien trop clémente pour un crime d'une telle cruauté. Pour eux, des troubles mentaux ne sauraient jamais justifier qu'un parent maltraite et détruise ainsi la vie de son propre enfant. Mais quelle que soit l'issue judiciaire, cette histoire reste une tragédie bouleversante. Tous les enfants du monde méritent de grandir entourés d'amour, de se sentir en sécurité dans les bras de leurs parents. On dit souvent que le lien qui unit une mère à son enfant est indestructible, sacré. C'est ce qui rend le destin de la petite Kaya encore plus déchirant, car elle a été anéantie par la seule personne qui aurait dû l'aimer et la protéger plus que tout au monde.
Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne Contes du Sommeil et à partager cette vidéo pour que la mémoire de Kaya ne soit pas oubliée. Qu'en pensez-vous? Quelle aurait été une sentence juste selon vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis.